بس هذا إرهاب الاحتلال، هذا جيش إرهابي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني. رحم الله زياد أبو عين قائد مناضل ارتقى في خندق المواجهة، واليوم الرسالة الأكبر لأبناء شعبنا الفلسطيني. Ziad was guilty of nothing more than ensuring that we remain on the land where Israel was trying to expel people, that we save the land where Israel was attempting to steal the land. Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur i24 News après donc ces événements qui font raviver la tension en Cisjordanie aujourd'hui, et en tout cas entre Israéliens et Palestiniens. La mort donc dans des circonstances qui restent encore à éclaircir de ce haut dirigeant palestinien qui avait un rang équivalent à celui de ministre chargé justement des territoires dits occupés par les Palestiniens en Cisjordanie. On va évoquer donc à la fois les circonstances de ce qui s'est passé ce matin tout près de Ramallah, et puis les implications que cela peut avoir à la fois dans les relations entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi au sein même d'une campagne électorale qui démarre en Israël. Et on vous donnera d'ailleurs tout à l'heure des nouvelles de cette campagne avec une alliance qui se forme ce soir même entre le centre et la gauche. Mais tout d'abord, donc, on ira à Ramallah retrouver dans un instant nos envoyés spéciaux. Vous allez les voir à l'image pour les 3 chaînes d'i24 News, Léa Berdugo, Hicham Farid, Shai Ben-Ari, donc pour évoquer les circonstances et la tension ravivée donc ce soir en Cisjordanie. Et puis on va analyser ici en plateau avec nos invités, avec Ali Waked, bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News, et Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Tout d'abord, le récit de ce qui s'est passé avec les images, donc c'était lors d'une manifestation ce matin de Palestiniens dans les implantations. Récit, Leslie Rezoug. Une mort qui soulève de nombreuses questions. Ce mercredi, Ziad Abou Ain, 55 ans, ministre en charge du dossier de la colonisation au sein de l'autorité palestinienne, est décédé soudainement alors qu'il manifestait dans le village de Tour Moussaïa près de Ramallah. Il faisait partie d'un groupe de 300 manifestants venus pour planter des oliviers. Sans hésiter, le groupe s'est approché des soldats israéliens en charge de la sécurité. Des heurts éclatent rapidement. Ils nous agressent. C'est cela le terrorisme de l'occupation. C'est une armée terroriste. Elle pratique le terrorisme contre le peuple palestinien. Nous sommes ici sur notre terre pour planter des oliviers et ils nous attaquent. Personne n'a jeté de pierre et personne n'a répliqué. L'armée d'occupation terroriste pratique la répression et le terrorisme contre le peuple palestinien. 3 soldats repoussent fermement Ziad Abou Ain excédé. Ils l'empoignent à la gorge. Sur ces images, on le voit tomber dans l'herbe sans pouvoir se relever avant de perdre connaissance. Il décédera un peu plus tard alors qu'une ambulance l'emmène vers l'hôpital de Ramallah. Mais quelle est la cause réelle du décès du ministre palestinien ? Les versions des responsables israéliens et palestiniens diffèrent fortement. Mahmoud Abbas a rapidement dénoncé une agression barbare de la part des soldats. Ils auraient frappé Ziad Abou Ain avec la crosse de leur fusil. Selon Ahmed Bitaoui, le directeur de l'hôpital de Ramallah, il aurait également été frappé au torse. Une version contredite par l'armée israélienne qui parle quant à elle d'une crise cardiaque, mais continue malgré tout ses investigations. Cette version a été corroborée par des témoins sur place qui réfutent les accusations de violence. 2 versions différentes, mais une certitude néanmoins. La mort de Ziad Abou Ain devrait exacerber des tensions déjà croissantes entre les 2 parties. L'autorité palestinienne a d'ores et déjà annoncé qu'elle mettait fin à sa coopération sécuritaire avec Israël. Alors, on va clarifier tout cela, car évidemment, la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, pour évoquer l'autopsie qui va avoir lieu dans les heures qui viennent. Les obsèques de Ziad Abou Ain sont prévues demain à Ramallah, mais autopsie qui sera pratiquée par un médecin jordanien, par un médecin israélien et par un médecin palestinien. Donc, il y a une sorte de coopération qui continue en dépit des tensions ce soir, hein, Olivier Rafovitch. Tout à fait. La coordination sécuritaire entre Palestiniens et Israéliens continue, malgré ce qui a été dit durant la journée. Il y a ici un intérêt palestinien et israélien de continuer donc cette sécurité
pour la coordination de la sécurité dans les territoires, pour éviter donc des problèmes bien au-delà de cet incident, qui est un incident grave, effectivement. Il y a ici la mort d'un responsable palestinien. C'est pas du tout la volonté d'Israël ni de l'armée israélienne. Il y a une enquête au plus haut niveau du côté israélien. Il y a ce soir, comme vous l'avez dit, une autopsie qui va être menée par une équipe conjointe, dont jordanienne, palestinienne et israélienne, avec des médecins officiels de chaque côté pour vérifier les raisons de ce décès. Et nous devons, de tous les côtés, israéliens et palestiniens, garder ce soir d'abord le sang-froid, le contrôle de la situation, pour éviter des développements graves. Ce que je voudrais également dire, c'est que cet incident rentre effectivement dans une période un petit peu tendue, un peu sensible. Au niveau israélien, ce sont les élections qui approchent, avec le problème palestinien politique qui est sur la table. Du côté palestinien, il y a peut-être aussi une volonté, en tout cas de certains leaders, d'utiliser un tel incident pour de nouveau réveiller une violence possible. En tout cas, ce soir, nous espérons en Israël qu'à la fois les leaders palestiniens au plus haut niveau seront suffisamment sages pour contrôler cette situation et ne pas exploiter ce décès de cet homme qui va être donc vérifié. Nous devons attendre aujourd'hui l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Alors Mahmoud Abbas, qui parle en ce moment à Ali Waked à la télévision palestinienne, a dit toutes nos options restent ouvertes. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il y a une volonté de durcir ce soir les positions côté palestinien? C'est durcir peut-être sur le plan international, non pas nécessairement par des actes sur le terrain, donc des protestations qui risquent de se détériorer en une confrontation violente. Le dilemme des Palestiniens, c'est d'utiliser cet incident pour augmenter la pression sur Israël, pour augmenter l'isolement international d'Israël, mais pas à telle mesure que la réaction palestinienne pourra servir la campagne de la droite israélienne, notamment la campagne du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Moi, je parlais à un responsable palestinien ce soir. Il a dit, nous, on suit les sondages en Israël, on suit les alliances, on suit ce que l'opinion publique israélienne pense sur sa direction, surtout sur Benjamin Netanyahu, et en aucune façon, nous, on n'aimerait pas aider la droite de sortir de la crise dans laquelle elle se trouve. Il y a bien sûr une vraie colère auprès des Palestiniens, une vraie colère auprès du Fatah, le Fatah qui est accusé par la population palestinienne d'être le collaborateur d'Israël. Ziad Abou Ain était un non responsable. Le Hamas aussi demande à l'autorité palestinienne de rompre ses liens sécuritaires avec Israël. Et de lâcher la situation palestinienne pour qu'il proteste. Mais comme l'a dit Olivier, j'ai vérifié jusqu'à cet après-midi, la coordination sécuritaire entre les deux côtés continuait malgré les annonces, malgré les déclarations, parce que les Palestiniens savent, si jamais il y a une détérioration, ça peut servir la campagne de la droite et ça peut servir aussi le Hamas qui aimerait voir la Cisjordanie exploser. Ouais. Alors ça pose quand même toujours le problème, Olivier Rafovitch, on voit sur ces images des manifestants le maintien de l'ordre en Cisjordanie qui est l'affaire de l'armée israélienne. C'est vrai qu'il y a toujours peut-être un problème parfois de dérapage possible parce que c'est pas du maintien de l'ordre classique qui est fait. D'abord, rien n'est normal et rien est simple dans cette région du globe. Et vous savez, on a affaire ici à une manifestation qui est très souvent ici dans cette région-là. Elle n'est pas nouvelle, elle a lieu pratiquement de manière régulière dans cette région près de Ramallah. Et il n'y avait pas de violence du côté israélien, très peu du côté palestinien. Il y avait des provocations évidemment, mais le fait de mourir d'une crise cardiaque, même de manière naturelle, peut devenir dans cette région de Ramallah un problème stratégique. Un élément de stratégie générale dans lequel Israël est impliqué malgré lui, dans lequel les Palestiniens sont dedans et vont l'utiliser. Ce soir, c'est les gros titres de pas mal de journaux dans le monde entier, mais un homme ce soir, responsable, mais un homme ce soir est peut-être mort simplement, ou certainement d'ailleurs, mort d'une crise cardiaque durant, effectivement, des cris, peut-être il s'est un petit peu, emballé au niveau politique, mais quelque part, ça peut arriver dans n'importe quel forum politique ou dans n'importe quelle manifestation. Mais quand ça se passe au nord de Ramallah, entre Israéliens et Palestiniens, avec des dizaines de caméras de télévision autour, avec des supporters d'un côté et des soldats de l'autre, et de la police également israélienne de l'autre, eh bien, mourir d'une crise cardiaque lorsqu'on est un responsable palestinien devient un problème stratégique auquel nous faisons face aujourd'hui en Israël. Et encore une fois, je réitère, nous espérons que les Palestiniens auront la sagesse et le leadership pour ne pas
utiliser cet incident grave. Il y a eu mort d'homme, un décès, mais il semblerait de mort naturelle. Enfin, je pense que ça va être le résultat de l'enquête et de l'autopsie, pour ne pas donc entrer dans un cycle de violence de plus en plus grave. Mais pour revenir à votre question, vous avez raison. Il est très compliqué pour Israël de gérer une situation dans laquelle les Palestiniens aujourd'hui savent utiliser et savent exploiter ce genre de contact avec l'armée, avec des caméras de télévision, pour véritablement créer un événement politique majeur. Et ce soir, ils ont peut-être, malgré eux, en tout cas, ils ont réussi à créer un événement majeur dans une manifestation qui se reproduit assez souvent au nord de Ramallah, pour de nouveau accuser Israël, puisque ce soir, c'est ce qui se passe. Le Hamas accuse Israël, le Fatah accuse Israël. Je sais que la presse mondiale déjà accuse Israël. L'Europe et l'ONU demandent des enquêtes. Voilà, donc, mais l'enquête, nous allons la faire sans les critiques, sans les demandes de l'extérieur, parce que nous sommes un État souverain. Et encore une fois, malgré les pressions et malgré les critiques, Israël ce soir, et l'armée israélienne en particulier, et la police israélienne vont devoir enquêter et vérifier les raisons, ce qui s'est passé exactement dans cet incident, et avec le décès donc de ce responsable qui d'ailleurs n'était pas ministre, mais qui est responsable en charge du dossier de ce qu'ils appellent les colonies et le mur. Voilà, le mur de sécurité. Voilà. Mais juste un mot pour vous dire que cet homme, excusez-moi, était également quelqu'un qui, dans son passé pas très lointain... Juste après, j'aurais qu'à y répondre là-dessus, puis après, on revient sur sa personnalité. Moi, je pense, Jean-Charles, que Olivier a parlé d'Israël est impliqué malgré lui. Il y a des confrontations quotidiennes entre soldats et entre Palestiniens. Ces confrontations se terminent tout le temps avec de la violence. Et malgré nous, dans ce décès. Dans ce cas-là, peut-être, dans ce cas-là, mais on voit clairement dans les vidéos, on voit clairement dans les photos la gorge et la main la gorge du ministre, la main du soldat israélien très proche l'une de l'autre, et ça ne doit pas être le cas. À mon avis, demander à des jeunes de 18, 19, 20 ans comment se comporter dans ces cas-là, c'est pas quelque chose de simple. La responsabilité n'est pas des soldats sur place, elle est de haut niveau israélien, qui doit expliquer comment faire face à ce genre de situation, et plutôt comment s'éloigner dans ce genre de situation. Si on soupçonnait qu'il y a une possibilité que les Palestiniens, qui étaient accompagnés par des activistes de paix, des militants israéliens et internationaux, qui eux avaient tout le monde les caméras, et mettre les films, les vidéos, les photos à l'étranger, et donc après on se demande pourquoi il y a cette atmosphère anti-Israël dans les universités et dans les milieux jeunes en Europe. C'est à cause de l'échec quotidien des jeunes soldats israéliens de faire face à ce genre de situation. Vous savez, les forces de police dans le monde, même dans les grands pays démocratiques, nous faisons partie du monde démocratique, font face à des manifestations souvent très violentes. Il y a souvent des actions très violentes de la police, que ce soit dans les pays d'Europe, mais également dans les pays arabes, où là, il n'y a pas seulement quelques gens qui attaquent ou qui frappent, mais qui tuent, et qui tuent par dizaines et par centaines. Nous faisons en Israël le maximum, je dis bien le maximum, pour éviter ce genre d'incident. C'est un incident qui est pour nous triste, parce qu'il n'y a pas aussi de volonté, ni du côté militaire, ni du côté politique israélien, d'arriver à un tel résultat. Encore une fois, il semble que cet homme qui était malade, il faut le savoir, il était malade du cœur, il est certainement, encore une fois, son cœur a certainement lâché durant cette prise de bain, comme on dit, avec des policiers israéliens. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû le toucher, c'est vrai, mais le toucher n'était pas le tuer. Et encore une fois, soyons encore une fois nous-mêmes, nous, à cette table-là, suffisamment sages aussi pour savoir que tout cet incident est triste, puisqu'un homme est mort. Ce n'était pas le but de cet contact entre Israéliens et Palestiniens. Mais nous sommes bien, encore une fois, bien loin de toute cette violence qui existe dans les pays arabes, entre autres, et au-delà du monde arabe, lorsque on manifeste et lorsqu'on tue des manifestants, lorsqu'on tue et qu'on attaque des gens. En Israël, on est loin de cela, et l'enquête aura lieu, une enquête d'un pays souverain, avec une armée qui doit effectivement expliquer ce qui s'est passé. Mais je suis très confiant que le résultat sera un résultat qui va être proche. D'ailleurs, vous savez que dans le passé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu des incidents et des morts d'hommes, l'armée a vérifié. Il y a eu parfois des résultats difficiles pour l'armée à accepter, mais c'était des résultats que seule une armée d'un État démocratique, dans
pays où la justice et le gouvernement civil gouvernent tout ce qui est militaire et police, est capable de donner des résultats. Et si nous sommes responsables, eh bien nous donnons les depuis comptes. 3-4 ans, les Palestiniens ont fait savoir qu'eux, ils remplacent la lutte armée qui a échoué entre 2000 et 2005 par ce qu'ils appellent la lutte populaire. Ce genre de manifestation, des manifestants pacifiques accompagnés par des militants ici, internationaux mais à Jérusalem, il y a eu des morts aussi. et israéliens. Oui, mais bon, Et là, l'impression, c'est que les soldats sur place n'ont pas encore les outils, les moyens techniques et psychologiques et les instructions surtout politiques, comment est-ce qu'il faut se conduire face à ce genre de situation. Oui, parce où que il n'y a pas de fusil face à toi, parce que quand il y a des fusils, tu sais comment se comporter, oui, mais non, quand il y a des manifestants qui crient des slogans, qui essayent de se rapprocher, peut-être parfois de provoquer, j'admets, peut-être parfois de provoquer. Comment est-ce qu'il faut réagir? Parce que j'ai du mal à le dire, mais à mon avis, les Palestiniens ont espéré qu'il y aura peut-être le premier martyr de cette lutte Parce que vous dites, c'est terrible. Ali Waquet, ce que vous dites, c'est pratiquement le scoop de ce soir. Si vous avez des informations comme quoi les Palestiniens ont lancé un homme malade responsable... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il espérait qu'il y a un dégât qu'on peut accuser Israël. Ce que je voudrais d'abord, ce qu'il dit, c'est très grave. Pas lui, ce qu'il dit en tant que personne, mais ce qu'il dit, c'est très grave. Si c'est le cas des Palestiniens, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Mais ce que quand même, je voudrais également ajouter, c'est que c'est vrai que là, on parle de non-violence, mais non-violence avec une provocation. On est quand même dans une situation où il y a eu mort d'hommes et des attaques à la hache, au revolver dans les synagogues de Jérusalem. Donc l'atmosphère terroriste liée aux provocations fait qu'il y a quand même une tension qui oblige les soldats et la police à être sur leur garde. On n'est pas dans une situation de non-violence totale et d'amour entre les peuples au nom d'une idéologie pacifiste. On est dans une situation où on va utiliser peut-être la non-violence allié avec une très grave violence extrémiste intégriste d'un autre côté, pas très loin de Ramallah d'ailleurs, à Jérusalem. Il n'y a pas de liaison, à mon avis, entre ce qui se passe à Jérusalem et ce qui se passe en Cisjordanie. Le même soldat peut-être, Ali, qui était il y a quelques semaines à Jérusalem face à des terroristes du Hamas ou du Front de Libération de la Palestine à la hache au revolver, qui demain matin ou aujourd'hui était là-bas à Tourmous près de Ramallah, peut-être quelqu'un qui a 20 ans ou 21 ans, mais qui sait que le même personnage peut être à la fois non violent, mais peut-être également un homme qui va sortir un revolver ou une hache. Donc tout cela réunit fait que les Palestiniens aussi n'ont pas encore bien choisi leur stratégie face à Israël. Et tant qu'il y aura un terrorisme violent allié peut-être à une nouvelle stratégie de non-violence, entre guillemets, nous serons encore, nous, obligés, je dis bien obligés, de faire face à toute éventualité. Alors, vous répondez dans un instant, Ali Waquet, mais je voudrais qu'on aille justement, juste à côté de Ramallah, où se trouve notre envoyé spécial, Léa Berdugo. D'abord, pour voir quelle est la situation ce soir. Il y a eu quelques heures sporadiques. Léa, quelle est la situation là au moment où vous nous parlez ? Bien, le calme est revenu globalement en Cisjordanie. Vous l'avez dit, des incidents sporadiques ont éclaté tout au long de l'après-midi et même en début de soirée, que ce soit à Bethel, une implantation non loin de là où nous nous trouvons, ou alors à Tourmoussaïa, le lieu où les émeutes ont eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Eh bien, les émeutes ont éclaté à nouveau en fin d'après-midi dans ce village même. On a même aperçu 2 arrestations de 2 jeunes Palestiniens par l'armée. On a même pu parler au père de l'un d'entre eux qui nous a dit qu'il ne croyait pas que ses enfants aient pu faire partie de ces émeutes. Vous l'imaginez, ce discours n'était pas du tout le même du côté des autorités israéliennes, des autorités militaires israéliennes qui disaient que ces 2 jeunes faisaient bien partie de ces émeutes-là. Alors, concernant l'ambiance générale, on voit un sentiment de défiance vis-à-vis des Israéliens, des autorités israéliennes, de l'armée, de la police plus généralement. Et en tout cas, quand on parle aux gens ici en Cisjordanie, eh bien, ils nous disent tous qu'ils ne veulent plus de la coopération sécuritaire avec Israël. Ils veulent stopper tout contact avec les autorités. Ils disent que cette coopération ne sert qu'aux Israéliens ou alors qu'aux autorités palestiniennes pour leur propre sécurité. D'un mot, Léa, on vous retrouvera tout à l'heure. Vous nous donnerez évidemment d'autres détails sur les circonstances de ce qui s'est passé ce midi. Merci Léa Berdugo. Vous revenez donc dans un instant. On vous rappellera pour avoir donc plus de détails. Vous vouliez réagir donc avec ce qui a été dit par rapport justement à cette stratégie effectivement de défiance, comme le disait Léa Berdugo. C'est une stratégie aujourd'hui de chercher finalement l'incident, à votre avis ou pas ?
Peut-être pas de chercher l'incident, mais de soulever la question, la cause palestinienne, non pas par des moyens violents qui ont été condamnés par la communauté internationale. Ce n'est pas faire sauter des bus à Tel Aviv, ce n'est pas tuer des gens dans les rues, mais se battre autour des arbres des olives, avec des oliviers à la main, et accuser Israël de ne pas laisser les paysans, les villageois palestiniens avoir accès à pour pouvoir travailler leurs terres. Mais Jean-Charles, à mon avis, Olivier a parlé qu'il faut que les Palestiniens soient sages pour ne pas utiliser cet incident. Le fait qu'il y a des élections en Israël compte dans les calculs des Palestiniens. Eux, ils auraient préféré demain voir des confrontations populaires dans les rues de la Cisjordanie, des jeunes Palestiniens face aux soldats israéliens. Mais quand il y a cette initiative palestinienne qui tape les portes du Conseil de sécurité de l'ONU d'un côté, et les électeurs israéliens qui commencent peut-être à penser que Benjamin Netanyahou est quelqu'un qui n'est pas persona non grata dans la communauté internationale, les Palestiniens prennent tout ça en compte. Alors justement, vous parlez d'élections, regardez ce qui se passe en ce moment à Tel Aviv, c'est important puisque la campagne électorale a commencé. Et à l'écran, vous voyez Yitzhak Herzog, le leader du Parti travailliste, et l'ancienne ministre Tzipi Livni, son parti Atnoua, va fusionner au sein donc, de cette liste conduite théoriquement par Herzog, mais l'accord est un peu plus compliqué que ça. On vous expliquera ça tout à l'heure avec Cyril Amar qui est sur place. Une sorte de rotation aurait été imaginée par les deux leaders qui vont donc s'allier et que les sondages donneraient pour l'instant en tout cas devant Netanyahou. Ça c'est pour le contexte politique, on va y revenir. Je voudrais qu'on dise un mot également, vous vouliez en parler tout à l'heure, et c'est important sur le rôle donc exact de Ziad Abou-Ain dans cette autorité palestinienne. C'est un personnage qui était important aujourd'hui mais qui a un passé d'activiste violent dont vous voulez parler. Tout à fait, d'abord il avait été arrêté pour meurtre dans les années 70, fin des années 70. Et il avait été emprisonné. Et également, il faut savoir que Marwan Barghouti, donc le leader palestinien, mais le terroriste, c'est le tueur également, qui est en prison en Israël, a été arrêté chez lui à la maison. Donc on n'a pas non plus affaire ici à un enfant de cœur, quelqu'un qui était en dehors du système et en dehors du système de la branche violente du Fatah. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, sa mort provient de cela, mais du côté du Fatah et du côté de Mahmoud Abbas, il n'y a pas non plus ici une relation privilégiée avec lui. Il avait un rôle particulier, il n'était pas ministre, il était en charge donc du dossier du mur, comme vous l'avez dit, et ce qu'on appelle les colonies du côté des Palestiniens. Son départ, en tout cas, va être aujourd'hui exploité par la presse internationale, et pour Israël, c'est pas un bon jour. C'est clair que demain, au-delà des problèmes qui peuvent avoir lieu dans les territoires, notre image, encore une fois, va être attaquée. Nous allons devoir encore une fois nous défendre, expliquer déjà dès ce soir, avant même les résultats de l'enquête, on est déjà accusé. On parle presque de crime, donc on est vraiment dans une situation anti-sioniste, anti-israélienne en Europe en particulier. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des États-Unis, mais cet événement n'est pas un bon événement, au-delà du fait que... Alors, réaction très mesurée, évidemment, côté israélien. Tout à l'heure, évidemment, le ministre de la Défense, Ya'alon, a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé. Il espérait donc pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Et puis, Benjamin Netanyahou, lui, a fait parvenir un message à l'autorité palestinienne pour lui assurer que tout serait fait pour faire la lumière donc, sur les circonstances. Et Abou Mazen est bien conscient que ses adversaires au sein du Fatah, mais aussi au sein du Hamas, vont essayer d'utiliser cet incident pour lui demander de se retirer des négociations, comme quoi il y avait des négociations, mais surtout, comme il n'y a pas de négociations, la seule chose duquel peut se retirer Abou Mazen, c'est de la coordination sécuritaire avec Israël. Et Abou Mazen, il est très conscient du fait que le Hamas rêve du moment où l'autorité palestinienne arrête cette coordination sécuritaire avec Israël. Olivier l'a dit, les Palestiniens conservent cette coordination non pas par amour du sionisme et de l'État, mais surtout pour l'intérêt des Palestiniens. Également aussi ajouter, Jean-Charles, que le fait qu'il y ait autant de caméras de télévision d'un incident, d'une manifestation qui va se produire, j'aimerais personnellement qu'il y ait autant de journalistes, de caméras, lorsque Daesh assassine et décapite des dizaines de soldats syriens ou irakiens ou des Américains. Il y a aujourd'hui un focus, encore une fois, de nouveau. Ils fournissent les caméras indépendamment. Il y a aujourd'hui un focus de nouveau sur le problème israélo-palestinien. On oublie ce qui se passe à la frontière syrienne, en Irak, et j'espère vraiment sincèrement qu'au-delà de cet incident qui va être, encore une fois, je l'espère sincèrement, dont la lumière sera faite assez rapidement, que le monde va de nouveau
se réveiller et comprendre que le vrai danger n'est pas au nord de Ramallah ni à Jérusalem, mais à Daesh qui est en train de prendre le pouvoir en Syrie et en Irak et de faire une véritable tempête dans ce Moyen-Orient qui va en s'aggravant de jour en jour. Alors on sait qu'il va y avoir une rencontre Kerry-Netanyahou lundi prochain à Rome pour évoquer justement le vote qui doit avoir lieu prochainement à l'ONU. Est-ce que vous savez d'abord ce que Mahmoud Abbas veut obtenir de l'ONU? Un vote sur le retrait, demander le retrait israélien de Cisjordanie? Quel est exactement ce qu'il va chercher? Abou Mazen demandera que l'initiative palestinienne de renouvellement des négociations avec Israël sur la base des lignes de 1967, sur les lignes de 1967 avec correction décidée et acceptée entre les deux côtés, mais surtout avec un calendrier très précis. 2 ans pour arriver à un accord, 5 ans pour le retrait définitif des colons et des soldats israéliens des territoires de 1967. Les Palestiniens comprennent qu'il y a une chance en janvier, quand l'effectif des membres du Conseil de sécurité changera, qu'il y a une meilleure chance pour eux d'être acceptés ou voir leur initiative acceptée, et surtout Abou Mazen, et c'est pour cela demain les Palestiniens ne voudront pas voir des incidents éclatés qui pousseront le Congrès à faire pression sur le président d'imposer son veto. Le veto américain, selon ce qu'ont compris les Palestiniens, n'est pas encore assuré côté israélien le mois prochain. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à un moment où les Américains mesureront le veto contre ce qui se passe? Pour les Américains ont aussi le calcul de ne pas aider ceux qu'ils ne veulent pas voir dans la scène politique israélienne. Voilà, les Américains qui ont fait savoir d'ailleurs que Barack Obama continuerait à s'occuper de ce dossier dans les 2 années qui lui restent de mandat à la Maison-Blanche. En tout cas, les Palestiniens aujourd'hui ont un intérêt à ce que cet incident reste un incident circonscrit, parce que si Mahmoud Abbas veut, avec le Conseil de sécurité de l'ONU, aller dans des négociations où Israéliens et Palestiniens devront arriver à un accord d'ici 2 ans, voire 5 ans, il faut qu'ils contrôlent cette Cisjordanie, cette Judée-Samarie, il faut qu'ils contrôlent le Hamas, et il faut que cet incident-là, qui est un incident encore une fois regrettable, ne devienne pas, une allumette qui va embraser tout un territoire. Et je pense que c'est un intérêt d'abord et avant tout palestinien que cet incident reste un épiphénomène, avec tout ce que cela implique, pour que, s'il venait demain au Conseil de sécurité de l'ONU, il y ait une possibilité de dialogue et de confiance entre Israéliens et Palestiniens qui soit acceptée et qui soit également vue du côté de tous ces membres qui attendent de voir que les deux parties peuvent et pourront négocier ensemble. Donc c'est intéressant aussi de voir ceci dans le contexte de futures négociations qui devront avoir lieu. Mais pour encore une fois le dire, l'intérêt d'Israël et des Palestiniens, c'est que ces négociations se fassent ensemble. Il ne peut pas y avoir ici d'intervention ni de pression de l'extérieur. Les deux doivent négocier ensemble. Ça va être dur, ça va être compliqué, mais seulement Israël et Palestiniens ensemble pourront ici arriver à un accord s'il doit y avoir accord. Merci Olivier Rafovitch, merci Ali Waked. On continue cette édition spéciale dans un instant. On ouvrira donc les implications sur la politique intérieure israélienne avec l'image qu'on vous a montrée tout à l'heure, notamment Tzipi Livni et Yitzhak Herzog en train d'annoncer leur fusion. On vous redonnera des nouvelles également de l'enquête, puisqu'on sait que l'autopsie de Ziad Abou Ain doit être pratiquée dans la nuit. Et puis on retournera également en Cisjordanie, obsèques prévues demain. 3 jours de deuil décrétés par l'autorité palestinienne. Restez avec nous. Suite de l'édition spéciale juste après la pause. Merci à tous les deux, Ali Waked et Olivier Rafovitch. אנחנו לא נפסיק להילחם בשבילכם. רגע אחרי הבחירות הכל יחזור. רוב הכסף שלנו נמצא במונופולים, קרטלים, קבוצות ריכוז. שפשוט הקבוצות האלה חוגגות. אנחנו מאוחדים, אנחנו מלוכדים, אנחנו הליכוד, ואין מישהו אחר זולתנו שיוביל את מדינת ישראל. Suite de cette édition spéciale sur i24 News, à la fois donc sur l'événement dont on vient de parler, sur lequel on reviendra évidemment encore, la mort de ce dirigeant palestinien aujourd'hui lors d'une manifestation en Cisjordanie. Il s'agit de Ziad Abou
Ein, qui était considéré comme une sorte de ministre en charge des territoires dits occupés en Cisjordanie. Les circonstances sont encore mal établies, on va en parler, mais tout cela peut avoir aussi des conséquences sur cette campagne électorale qui s'accélère ce soir en Israël pour les élections du 17 mars prochain. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'écran à Tel Aviv. Discours conjoint d'Yitzhak Herzog, le chef du parti travailliste, et de l'ancienne ministre Tzipi Livni. Alliance donc entre les deux pour former un bloc en vue de battre, c'est l'objectif annoncé, Benyamin Netanyahou. On retrouvera Cyril Amar qui est sur place dans un instant. Je salue d'abord dans ce studio l'arrivée de Daniel Haïk, qui est donc analyste politique sur i24 News. Bonsoir Daniel. Et Michael Brezacher, bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud, car le Likoud, et ça c'est l'autre événement politique de la soirée, vote ce soir, enfin jusqu'à ce soir, pour décider ou pas d'avancer ces fameuses primaires qui conditionnent un petit peu l'avenir politique de Netanyahou. On va en parler également avec vous. Tout cela nous est d'abord expliqué en images avec Cyril Amar. La tendance serait-elle en train de s'inverser? Alors que Binyamin Netanyahou et le Likoud caracolaient en tête des intentions de vote en vue du scrutin de mars prochain, un dernier sondage publié mardi fait apparaître que le Parti travailliste pourrait devenir le premier parti de la Knesset s'il s'alliait à la formation centriste Hatnoua de Tzipi Livni. Une liste commune, consolidée par le ralliement de l'ancien ministre de la Défense, Shaul Mofaz, raflerait en effet 22 des 120 sièges du Parlement, contre 20 pour le Likoud, le parti de droite du Premier ministre. De quoi redonner des couleurs à Yitzhak Herzog, le chef de file des travaillistes, souvent présenté comme un dirigeant à l'image terne. À la question « Laquelle des personnalités suivantes est selon vous la plus apte à exercer les fonctions de Premier ministre ?», de plus en plus d'Israéliens souhaitent lui faire confiance. Pour la première fois, Yitzhak Herzog dépasse la barre des 20%. Il réduit ainsi considérablement l'écart pour se positionner à un point seulement du Premier ministre en exercice. Au Likoud, premier test de popularité aujourd'hui pour Binyamin Netanyahou. Le comité central du parti doit se prononcer sur la date des primaires. Un scrutin que le Premier ministre souhaite anticiper pour prendre de court Guidon Sa'ar, l'ex-ministre de l'Intérieur démissionnaire, très populaire auprès des sympathisants du Likoud et qui devrait annoncer d'ici dimanche sa candidature face à Netanyahou. Voilà, campagne donc qui s'accélère, on vous le disait. Daniel Haïk, deux événements importants donc effectivement ce soir, hein, ce duo donc, qui se forme là, cette fois de manière avérée, et puis donc le vote au Likoud. Alors on commence par Tzipi Livni. On va commencer par Tzipi Livni. Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, c'était attendu, on en avait parlé au cours des derniers jours. C'est une alliance tout à fait étonnante, presque. On va beaucoup commenter cette union. Le message, c'est effectivement l'union fait la force et nous allons vaincre ensemble. C'est le message, c'est le slogan, c'est ce qui est écrit juste derrière nous. C'est le slogan donc de ce parti qui est formé du parti travailliste et du parti de Hatnoua, de Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni. Ce qui est tout à fait nouveau et ce qui est tout à fait original, c'est cette possibilité de rotation. C'est un accord de rotation entre Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog, si le président de l'État confie à Yitzhak Herzog le soin de former une coalition gouvernementale au lendemain des élections et qu'il y parvient, et il sera donc Premier ministre pendant 2 ans, et ensuite il cédera ce poste à Tzipi Livni, qui rêve d'être Premier ministre, qui a raté déjà une occasion en 2008 de devenir Premier ministre lorsque Ehud Olmert a démissionné. C'est un cas quasiment unique, c'est-à-dire dans cette formule, c'est unique. Il y a déjà eu un gouvernement de rotation en Israël entre 1984 et 1988, mais c'était dans une autre constellation politique. C'était parce qu'à l'époque, il y avait effectivement 2 blocs, un bloc de droite et un bloc de gauche, et il y avait une parité totale, 60 députés d'un côté, 60 députés de l'autre, et il y a eu donc un gouvernement de coalition, de rotation entre Shimon Peres et Yitzhak Shamir, qui avaient été à leur tour de rôle pendant 2 ans chacun, Premier ministre de l'État d'Israël. Alors voilà pour ce qui est annoncé à gauche. On vote aujourd'hui au Likoud, donc dans votre parti, vous avez vous-même voté, je suppose, oui. Michael Brezacher. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'abord, impression générale, que Netanyahou en ce moment apparaît affaibli à l'entrée de cette campagne? Bon, disons, Netanyahou a décidé d'avancer les élections pour ces raisons. Contrairement à d'autres partis, il doit encore recevoir l'aval de son parti. Ils ont un parti qui souvent l'a gêné parce que contrairement à d'autres partis qui sont des partis soit d'atmosphère ou d'autres, le Likoud est le plus grand parti populaire d'Israël avec près de 80 000 adhérents.
Et en principe, Netanyahou est là pour représenter la politique du Likoud. Netanyahou fait souvent un one-man show, mais avant des élections, il doit recevoir l'aval et être réélu par le parti. Et ce processus a été engagé. Ouais. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au Likoud, il y a une contestation aujourd'hui de plus en plus grande du leadership de Netanyahou? Est-ce que... Bon, disons Netanyahou est perçu par de nombreux Israéliens, particulièrement dans le Likoud, comme étant le seul Premier ministre envisageable. À l'intérieur du Likoud, ce n'est pas un secret de dire qu'autour de Netanyahou, disons, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Likoud, que ce soit Karlon qui a créé son parti, que ce soit Saar dernièrement. Et je dirais que Netanyahou n'est... Disons, c'est plus aussi populaire qu'avant. Je ne parlais pas de popularité. Il a quand même des gens qui adhèrent à sa politique, mais souvent Netanyahou est plus au centre que la base du Likoud. C'est ça le problème, Daniel Haïk, pour vous aujourd'hui? On l'a peut-être mal perçu au cours des derniers mois. Il y a eu plusieurs événements que l'on n'a peut-être pas remarqués à chaque fois, mais qui ont affaibli Binyamin Netanyahou au sein même des instances du Likoud. Le premier événement, c'est la guerre de Gaza. On n'a pas beaucoup apprécié dans les instances du Likoud, au sein de la base électorale du Likoud, que le Premier ministre soit trop modéré, pas suffisamment ferme envers le Hamas. On aurait voulu que Binyamin Netanyahou, celui qui prétend vouloir envoyer l'armée israélienne de détruire les centrales nucléaires iraniennes, soit capable de détruire tout simplement le Hamas. C'est pas ce que Binyamin Netanyahou a fait. Donc on n'a pas vraiment tellement apprécié l'issue de ce conflit. Il y a eu un deuxième point. En juillet, il y a eu ces élections pour la présidence de l'État. On n'a pas aussi apprécié l'opposition presque ouverte de Binyamin Netanyahou à la candidature quasi consensuelle de Reuven Rivlin. On ne comprenait pas pourquoi Binyamin Netanyahou s'opposait, et cela a suscité une certaine opposition à l'intérieur du Likoud contre Binyamin Netanyahou. Maintenant, la question sera de savoir, le premier indice, on le saura ce soir en fin de soirée, si les membres du comité central du Likoud ont donné suite, ont accepté la proposition de Binyamin Netanyahou de devancer ces élections pour la présidence du Likoud, les élections primaires pour la présidence du Likoud, qui devaient se tenir le 6 janvier et que Binyamin Netanyahou voudrait devancer au 30 décembre. Si effectivement le comité central a voté en faveur de la demande de Binyamin Netanyahou, alors cela veut dire que Binyamin Netanyahou reste tout de même suffisamment puissant. En tout cas, cela veut dire qu'une partie, en tout cas les dirigeants, les cadres du Likoud ne veulent pas d'un autre candidat pour affronter le bloc de centre-gauche. C'est un peu le sentiment général. Vous voulez répondre là-dessus? Oui, j'aimerais surtout faire remarquer que, disons, le scrutin d'aujourd'hui n'est pas pour plébisciter ou non Netanyahou, c'est plus une question, on va dire, de fond, peut-être un peu de forme, dans le sens où ce qui est soumis aux membres du comité central, c'est de savoir, il y a une espèce de package de Netanyahou qui, encore une fois, s'y est pris de façon, on va dire, un peu cavalière et pas très démocratique, ou disons même au comité central, les gens votent sans savoir pourquoi et beaucoup de choses sont cachées et tout. Il y a plusieurs questions qui sont posées aujourd'hui. Au niveau procédural, il y a beaucoup de choses, dans le sens où aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce que le parti va se comporter selon, on va dire, la Constitution ou les règles, ou accepter le blitz de Netanyahou qui veut changer certains éléments comme avancer les élections, faire rentrer deux places gardées. Ce deuxième point, c'est aussi important, de faire rentrer deux candidats de son propre choix à l'intérieur de la liste électorale, donc en retirer deux au choix de l'ensemble des adhérents du Likoud. Cela suscite une opposition, mais en tout cas, Binyamin Netanyahou a une justification. Il voudrait justement que cette liste soit plus proche de lui, plus centrée, plus centriste que ne l'était la précédente. Mais là où il y a le vrai débat, et beaucoup de gens reprochent à Netanyahou, c'est le fait, disons, ce que Netanyahou essaie aussi de faire, c'est d'unifier les deux élections pour la tête du parti et pour la liste du parti. C'est-à-dire ce qui n'est pas très fair-play face à ses opposants qui doivent mener de front en même temps. Mais c'est un point important, cette élection, cette consultation, en tout cas des membres du comité central, elle a son importance parce que elle va permettre à un homme de décider si oui ou non il s'engage dans la compétition. C'est Gideon Saar. C'est-à-dire ce sera un indice pour Gideon Saar de savoir que s'il constate que Binyamin Netanyahou est en position
affaibli. Si effectivement le comité central repousse la proposition de Binyamin Netanyahou de devancer les élections, cela veut dire que le comité central est hostile à Binyamin Netanyahou. Cela peut vouloir dire aussi que l'ensemble des adhérents du Likoud est hostile à Binyamin Netanyahou ou a quelques problèmes par rapport à Binyamin Netanyahou, et cela pourrait encourager Gideon Sa'ar à rejoindre, à se présenter tout simplement contre Binyamin Netanyahou au début du mois de janvier ou à la fin du mois de décembre. Je ne suis pas sûr que cela soit la question. Disons, c'est plutôt une question de savoir qui est souverain. Si c'est le parti, on va dire, qui est élu, qui représente, on va dire, la base, ou Netanyahou qui peut faire un peu comme il veut, comme on l'a vu avant les dernières élections. En une nuit, il a repoussé les élections en s'alliant avec Kadima de Mofaz et tout. Oui, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de partis, où il y a une sorte de personnalisation finalement du parti qui est liée à celui qui l'a créé, et où il n'y a pas vraiment de fonctionnement démocratique. C'est pas le cas du Likoud quand même. Alors non, le Likoud et le Parti travailliste aussi sont des partis qui élisent démocratiquement leur liste électorale. Ce sont des élections primaires au cours desquelles chacun se présente. Il faut un nombre de voix. C'est à l'ensemble des membres, des adhérents des partis qui sont consultés pour voter, pour former cette liste électorale. Donc ça se fait de manière tout à fait démocratique, contrairement à, par exemple, le parti de Yair Lapid, qui lui-même, c'est Lapid lui-même qui a décidé de la formation de la liste électorale, qui devrait décider aussi de la formation. C'est la même chose pour Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman, et aussi également, ça se passe un peu comme ça aussi, beaucoup comme ça aussi dans les partis orthodoxes, les partis orthodoxes séfarades et ashkénazes. Un point aussi concernant ce qui s'est passé ce soir avec Tzipi Livni. Je voudrais juste qu'on revienne sur le Likoud avant de passer justement à ce qui se passe ce soir, mais avec vous, Michael Brezara, est-ce que vous sentez à l'intérieur du Likoud aujourd'hui un mouvement qui pourrait aller à la défiance et peut-être à préférer Gideon Sa'ar à Netanyahou pour les élections? Est-ce que vous le sentez, ce mouvement, arriver ou pas? Premièrement, je veux dire, Gideon Sa'ar est un des candidats. Est-ce qu'il va vraiment se présenter ou est-ce que c'est plus un effet médiatique? On le saura jusqu'à dimanche où il devra se prononcer. Mais la question qu'il y a, c'est évident que, on va dire, le peuple ou les membres du Likoud veulent faire entendre leur voix. Au niveau ils sont beaucoup plus, on va dire, à droite ou idéologique que ne l'est Netanyahou. Disons, le comité central qui a été élu ne représente pas tout à fait celui rêvé par Netanyahou. La liste de la dernière Knesset aussi était beaucoup trop, on va dire, idéologique pour Netanyahou. Des poulains de Netanyahou, des alliés, n'ont pas été élus. Disons que Netanyahou, même au niveau de ses déclarations, ne consulte pas trop le Likoud ou les instances du parti. Donc il y a un certain mécontentement qui risque de se traduire soit le 31 décembre ou soit le 6 janvier. Ou peut-être ce soir aussi. Alors ce soir, c'est autre chose. Je ne pense pas que ça soit contre Netanyahou. On verra, on en reparlera. En tout cas, on va aller d'abord, on va retourner à Tel Aviv, mais cette fois donc là, du côté du centre-gauche, c'est comme ça peut-être qu'il faut appeler désormais ce bloc. On va retrouver Cyril Amar qui a suivi donc le discours conjoint de Tzipi Livni et d'Yitzhak Herzog. Voilà, Cyril, c'est un peu agité autour de vous, c'est normal, le discours vient de se terminer. Bonsoir Cyril. Donc il y a désormais un vrai bloc en face de Benyamin Netanyahou. Oui, Jean-Charles, pardonnez-moi, je vous entends très mal. Il y a beaucoup d'effervescence ici. Après ce coup de théâtre politique que viennent de nous annoncer Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, c'est désormais officiel. Donc, il y aura une liste commune entre le parti travailliste et le parti centriste Atnoua, conduit par la ministre de la Justice, limogée la semaine dernière par Binyamin Netanyahou. Une liste commune qui va donc se présenter sous l'étendard travailliste aux prochaines élections législatives anticipées du 17 mars prochain. Une liste qui va avoir les contours suivants. D'abord, évidemment, le poste numéro 2 est attribué à Tzipi Livni, mais il y aura également plusieurs places réservées aux membres du parti Atnoua sur la nouvelle liste. La 6e place qui devrait être décernée à l'ancien chef de file du parti travailliste Amir Peretz, et une autre place qui devrait être également réservée à un membre du parti Atnoua. Alors évidemment, les deux dirigeants politiques ont admis qu'il y avait entre eux des divergences politiques, mais qu'ils s'étaient abreuvés à des sources idéologiques complètement différentes. Le Hetzel pour l'un, la faction du sionisme révisionniste pour Tzipi Livni, et puis la Haganah pour Herzog, qui est un enfant du parti travailliste, puisque son père a également été un président travailliste de l'État d'Israël, mais qu'il fallait mettre l'ego de côté, à répéter à plusieurs reprises
prise Yitzhak Herzog pour vaincre Binyamin Netanyahou. D'ailleurs, cette liste a désormais un nom, elle s'appelle Gagnons ensemble ou Vainquons ensemble, Menatzrim Beyachad, et elle se propose de réunir deux partis sionistes sous un même étendard, donc le camp sioniste, voilà le slogan de cette nouvelle liste. Alors, on n'en sait plus sur les contours évidemment de cet accord. Yitzhak Herzog aurait accepté l'exigence de Tzipi Livni d'exercer une rotation du pouvoir si évidemment cette liste était amenée à former la prochaine coalition gouvernementale. Yitzhak Herzog qui conduira cette liste et qui formera la coalition gouvernementale, évidemment si son parti, si sa liste remportait le plus grand nombre de sièges. Et 2 ans plus tard, c'est Tzipi Livni qui lui succéderait au poste de Premier ministre. Merci Cyril Amar, on vous retrouvera un petit peu plus tard pour évoquer d'autres aspects de cette soirée, notamment le vote au Likoud. Alors 2 ans c'est optimiste parce qu'en Israël en général ça va pas plus loin que 2 ans, voilà. Enfin bon on peut toujours rêver. C'est une alternative crédible ce soir. Alors, là. On a vu le sondage qui montrait que ce bloc pourrait avoir 22 députés contre 20 seulement au Likoud. C'est vrai. Mais c'est pris ponctuellement. Cela veut dire que Binyamin Netanyahou peut demain pactiser avec, par exemple, le foyer juif et former une sorte de bloc qui pourrait obtenir dans les sondages entre 38 et 40 mandats. Donc tout cela, pour l'instant, on est dans des cas de figure tout à fait ponctuels et il faudra voir l'image générale à la veille des élections ou dans les dernières semaines avant les élections par rapport au sondage. C'est important. Et puis, il y a aussi un point important. Yitzhak Herzog sait qu'il a besoin d'un front plus large. Donc il va essayer maintenant de séduire Yair Lapid, ou peut-être même Moshe Kahlon. Yair Lapid semble être le candidat le plus naturel à rejoindre ce bloc de centre-gauche. Mais attention, les orthodoxes, qui représentent un point important dans l'échiquier politique israélien, ont d'ores et déjà affirmé ce soir que si Yair Lapid rejoignait ce bloc, eh bien, ils n'apporteraient pas obligatoirement leur soutien à Yitzhak Herzog, avec lequel ils ont d'excellentes relations par ailleurs. Donc tout cela, vous voyez, c'est un jeu complexe de chaises, on va dire, pas de chaises musicales, mais en tout cas, c'est un jeu complexe d'alliances. Et pour l'instant, on n'en est qu'au début de ces alliances. Il y aura d'autres développements, il faut s'attendre à d'autres développements dans cet échiquier politique. Quel Breizacher ? Bon, d'abord, j'aimerais préciser qu'en tout cas, formellement, le Likoud doit encore plébisciter Binyamin Netanyahou. Il est possible que Netanyahou ne soit pas à la tête du Likoud au mois de mars. C'est peu probable, mais c'est possible. Deuxièmement, au niveau de ce qui se passe, j'aimerais peut-être juste rajouter que Tzipi Livni, qui a commencé effectivement au Likoud, est en train de faire un tour des partis politiques. Disons, il n'y a pas forcément beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup d'intérêts. Le premier intérêt, c'est d'éliminer Netanyahou. Et le deuxième, disons, Tzipi Livni cherche aussi une porte de sortie à être réélu à la Knesset. C'est pas sûr qu'avec son parti actuel, elle ait beaucoup de chance. Donc, en s'alliant au parti travailliste, elle en met une jolie dot avec beaucoup d'argent pour les élections et permet de dépasser éventuellement le Likoud. Donc, il y a quand même 5 mois avant les élections. Ou 4 mois, on a encore bien du temps et tout pas encore évolué. Il est vrai qu'elle a réussi un coup de maître au niveau politique, Tzipi Livni, ce soir, en s'alliant avec un parti important, le parti travailliste. Son parti Atnoa était risqué de ne pas franchir le seuil d'éligibilité. Or, elle se retrouve quasiment en position de potentiel Premier ministre. Donc, pour elle, c'est le meilleur accord qu'elle pouvait espérer. Est-ce que cela sera suffisant pour au lendemain des élections ? On le verra. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne en tout cas maintenant une vision un peu plus claire de ce qui peut se passer pour cette élection. Il y a également ce soir le cas... Il y aura encore des rebondissements, Jean-Charles. Il y aura énormément de rebondissements d'ici là. Alors je voudrais qu'on parle également de cette situation qui, évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie, donc la mort de ce leader palestinien, la pression que les Américains vont mettre sur Netanyahou sans doute lundi prochain à Rome avec l'entretien entre John Kerry et Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous avez l'impression que tout cela va influencer ou pas la campagne intérieure? En clair, est-ce que les Palestiniens vont tenter d'influencer le vote comme les Américains pourraient le faire? Bon, disons, c'est évident que le monde entier cherche à influencer, que ce soit les Européens ou les États-Unis, mais le sujet, disons, de ce qui se passe en Judée-Samarie est un sujet très important à l'intérieur du parti. D'ailleurs, un des candidats à des challengers de Netanyahou parle ouvertement de revenir à la charte du Likoud, un État pour un peuple. C'est-à-dire qu'il renie la solution à deux États. Donc on serait plus dans les 2 États, 2 peuples prononcés par Netanyahou à Bar-Ilan. Justement, disons que ce qu'il a prononcé à Bar-Ilan n'a jamais été mandaté ou confirmé par son parti, où il y a un certain hiatus. Le parti... Ça, c'est un vrai... Alors, il y a une différence, je pense qu'il y a une différence entre l'autorité palestinienne et
on va dire, la communauté internationale, les Européens et les Américains. Pour ce qui est de l'autorité palestinienne, à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, il est peu probable, en tout cas, il est probable que Mahmoud Abbas fasse tout pour tenir ses troupes, pour empêcher qu'il y ait le moindre attentat terroriste à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, de la mort de ce ministre palestinien. Parce qu'il est clair que pour Mahmoud Abbas, tout attentat terroriste profiterait à la droite, renforcerait la droite. Or, du côté des Palestiniens, du côté de Mahmoud Abbas, on sent que Benyamin Netanyahou est quelque peu affaibli. On va dire que ce serait totalement absurde de la part des Palestiniens de le renforcer en laissant par exemple la possibilité, en arrêtant la coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens, entre les forces israéliennes et les forces palestiniennes. Cela permettrait à des terroristes du Hamas, par exemple, ou du djihad islamique, de multiplier les attentats. Et cela, Mahmoud Abbas ne le veut pas. Ce n'est pas dans son intérêt politique aujourd'hui d'avoir des attentats, une multiplication d'attentats, et parce que tout simplement cela ferait le jeu de la droite israélienne, comme on l'a vu à l'époque, en particulier en 1996, on en avait parlé, une partie de l'électorat qui aurait pu voter pour la gauche, pour Shimon Peres au lendemain de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, a finalement voté pour Benyamin Netanyahou après la multiplication des attentats qui s'étaient produits en été dans l'hiver 95-96. Donc ça ne sert pas les Palestiniens d'attiser la tension en Judée et Samarie. Par contre, du côté de la communauté internationale, en particulier des Américains, les Américains, John Kerry la semaine dernière avait dit nous ne nous impliquerons pas, nous ne nous immiscerons pas dans les élections législatives en Israël. Mais en fait, hier, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, a tout simplement dit que Barack Obama avait l'intention de continuer à œuvrer en vue d'un accord, de parvenir à un accord au cours des 2 dernières années. Ce n'est pas parce qu'il est paralysé par le Congrès, qui est un Congrès maintenant républicain, qu'il ne va pas poursuivre ses efforts en vue de parvenir à un accord. Et cela signifie, c'est un message adressé à l'électorat israélien, si vous voulez, il peut y avoir un accord de paix cautionné par Barack Obama, si vous savez élire le leader qui sera capable de pactiser, donc de former cet accord, de conclure cet accord avec les Palestiniens. Ouais. Donc là, à votre avis, la situation sécuritaire aujourd'hui Disons sécuritaire, moi je vois les choses beaucoup plus, on va dire simplement. Je dirais qu'il est de l'intérêt d'Abou Mazen de maintenir une certaine paix. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi besoin de la coopération des Israéliens. Le Hamas a essayé de le renverser il n'y a pas si longtemps. On est quand même dans une région où il suffit de regarder un peu autour de nous, il y a une grande instabilité. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'intérêts. Et, il y a des déclarations. Et en plus, les Israéliens, aujourd'hui, Netanyahou est un adversaire relativement, je dirais, conciliant pour les Palestiniens. Il suffit de voir ce qui s'est passé cet été. Je dirais, c'est sûr que les États-Unis... En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait conciliant pour Mahmoud Abbas. C'est-à-dire Mahmoud Abbas pourrait, à moins qu'il ne veuille pas d'accord délibérément, eh bien Mahmoud Abbas souhaiterait un partenaire qui serait plus proche de la gauche israélienne, un homme comme Yitzhak Herzog ou même comme Tzipi Livni. Alors, on parlait de la situation sécuritaire, évidemment très tendue avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie. Il y a également eu cette affaire un petit peu étonnante de ce ressortissant américain qui était venu en Israël, semble-t-il, pour commettre des attentats contre des lieux saints musulmans, ce qui là aussi aurait pu évidemment envenimer une situation déjà très tendue. Eh bien, Mathias Inbar est allé enquêter sur les traces donc de ce mystérieux ressortissant américain qui a été arrêté par les autorités israéliennes. Vous allez voir que la situation n'est pas aussi claire qu'il n'y paraît. Reportage Mathias Inbar. C'est dans cet immeuble et ce quartier résidentiel de Netanya qu'Adam Levix vivait. Cet Américain de 35 ans, arrêté par la police et le Shabak le 19 novembre dernier, est suspecté de s'être procuré des explosifs via des soldats israéliens et d'avoir planifié des attentats contre des sites religieux musulmans. Son avocat, commis d'office, est pourtant surpris de l'ampleur de l'affaire. Il revient sur l'acte d'inculpation. Je ne connaissais pas tous les détails. C'est un homme qui venait des États-Unis en disant que c'était un ancien des Navy Seals, ce qui est faux. Concernant une possible attaque contre le président américain, je l'ai entendu du procureur et de la presse. Ces détails ne sont pas cités dans l'acte d'inculpation. Ce dernier ne cite uniquement que la possession d'armes sans autorisation. Aucune transgression sécuritaire ni même une attaque contre Barack Obama n'est mentionnée.
Il faut dire que Levix a un parcours étonnant dans la région. Un premier séjour à Hébron et à Bethléem. C'est là justement qu'il se serait vu proposer par des Palestiniens d'abattre le président américain Barack Obama lors de son séjour en Israël à l'aide d'un fusil à lunettes, offre qu'il refuse. Il se retrouve quelques mois plus tard en Israël dans une situation irrégulière, se rapproche de soldats seuls de Tsahal en provenance des États-Unis et leur demande de se procurer du C4 et des explosifs. Il va même jusqu'à habiter avec l'un d'entre eux. Sa voisine de palier témoigne pour la première fois. Je n'ai pas connu Adam Levix, je connaissais plutôt le soldat avec qui il habitait. Levix est venu habiter ici il y a 2 mois. Il avait l'air normal, avait une copine, un chien, rien de suspect. Mais c'était bizarre quand même qu'un homme de 35 ans vienne vivre avec un soldat seul. Depuis, nous avons peur et nous sommes sous le choc après ce qui s'est passé ici. Reste que l'interdit de publication n'a toujours pas été levé sur certains détails, notamment sur l'origine américaine des soldats qui ont aidé Adam Levix à se procurer du C4. Des agents du FBI seraient actuellement en Israël. En dépit des récentes dissensions politiques entre Jérusalem et Washington, cette affaire viendrait confirmer, selon les responsables de sécurité, un total partage de savoir entre les communautés de renseignement israéliens et américains. Voilà donc pour cette affaire inhabituelle, en tout cas en Israël. Alors il nous reste une petite minute pour conclure sur ce volet politique, parce que évidemment donc on n'a pas fini d'en reparler. Vous pensez que Netanyahou sera le candidat du Likoud? Juste en quelques secondes, Michael Brezafer. Si c'était à terre de foot, on dirait que le ballon est rond. On verra, on compte aller voir. Bon, en tout cas pour l'instant, ça en prend le chemin. Je ne suis pas sûr, je dirais, on verra. Bon, donc il y a bien des incertitudes quand même, beaucoup plus que vous nous le dites, en tout cas au sein du Likoud. Merci Michael Brezafer. Je rappelle que vous êtes membre du comité central de ce parti qui vote donc ce soir pour décider ou pas d'avancer ses primaires. Daniel Haïk, vous restez avec nous dans un instant. On parlera de nouveau donc de la mort de ce dirigeant palestinien aujourd'hui qui ravive les tensions entre l'autorité palestinienne et Israël, alors qu'une enquête tente d'établir les circonstances exactes de ce décès. A tout de suite, suite de l'édition spéciale. بس هذا إرهاب الاحتلال، هذا جيش إرهابي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني. رحم الله زياد أبو عين قائد مناضل ارتقى في خندق المواجهة واليوم الرسالة الأكبر لأبناء شعبنا الفلسطيني. Ziad was guilty of nothing more than ensuring that we remain on the land where Israel was trying to expel people, that we save the land where Israel was attempting to steal the land. Édition spéciale donc sur i24 News, on va revenir sur les conséquences de la mort de ce leader palestinien Ziad Abu Ain aujourd'hui lors d'une manifestation en Cisjordanie, tout près de Ramallah, circonstances qui ne sont pas encore clairement établies. Les Palestiniens accusent l'armée israélienne d'avoir opéré avec brutalité, d'avoir même battu ce personnage important de l'autorité palestinienne, alors que l'armée israélienne, elle, évoque une mort par crise cardiaque, peut-être provoqué donc par cet affrontement. En tout cas, on a vu tout à l'heure des images. On va maintenant s'intéresser à l'enquête qui est ouverte, car une autopsie va être pratiquée ce soir par une opération collégiale. Médecins jordaniens, palestiniens et israéliens qui vont donc établir les circonstances de ce décès. Léa Volbert. Les réactions à la mort de Ziad Abu Ain ne se sont pas fait attendre. Quelques heures seulement après le décès du ministre palestinien, l'ONU et l'Union européenne ont d'une même voix réclamé une enquête indépendante et immédiate. Le gouvernement jordanien dénonce un crime de plus contre le peuple palestinien sans défense. À la demande de l'autorité palestinienne, la Jordanie a d'ailleurs décidé d'envoyer 2 médecins légistes sur place à Ramallah pour prêter main forte aux services médicaux palestiniens. Un médecin israélien participera également à l'autopsie. Moshe Yaalon, le ministre de la Défense, a fait part de ses regrets. L'armée israélienne continue quant à elle ses investigations pour faire le jour sur les circonstances exactes du décès. Mais déjà, la Cisjordanie s'embrase. Des émeutes sporadiques se multiplient. L'armée israélienne procède à de nombreuses arrestations. Ils ont pris les plus vieux. Les enfants qui jetaient des pierres ont couru dans le village. L'armée a trouvé mon fils. Il était assis et ne faisait rien de mal. Ils l'ont arrêté sans aucune raison.
En jeu, la coopération sécuritaire entre Israël et la Cisjordanie. Une majorité de Palestiniens appellent à stopper cette coopération. Plusieurs dirigeants palestiniens se sont réunis en urgence ce mercredi en fin d'après-midi pour débattre entre autres de la coopération sécuritaire. Mahmoud Abbas a quant à lui dénoncé un acte barbare. La Cisjordanie observera 3 jours de deuil, 3 jours sous haute tension. Alors justement, on va se rendre de nouveau juste à côté de Ramallah, là où se trouve Léa Berdugo. On vous retrouve Léa. D'abord, est-ce qu'on peut avoir avec vous les versions qui s'affrontent ce soir autour de ce qui s'est passé, ce qui a conduit à la mort de Ziad Abou Ain ce matin ? Les versions divergent complètement de chaque côté. Alors, on le rappelle, Ziad Abou Ain prenait part à une manifestation organisée contre les implantations et contre le mur de séparation, puisqu'il fait partie, en tant que ministre luttant contre les implantations et contre le mur, d'un comité qui manifestait aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme et à l'occasion d'un recours également déposé à la Cour suprême contre une implantation sauvage qui fait face au village dans lequel le ministre était un peu plus tôt ce matin. C'est une implantation d'environ 40 habitations. Alors le ministre était au sein de cette manifestation quand des heurts ont éclaté avec l'armée. On a vu quelques images d'affrontement de ce ministre avec un soldat, mais après les versions divergent complètement. Selon l'armée, il n'a pas été battu par une arme ou par le revers d'un pistolet, ce qui est soutenu par des Palestiniens membres du comité. Donc des versions complètement opposées. Selon certains Palestiniens, effectivement, un soldat a battu le ministre donc avec le revers d'une arme et également avec un casque. Certains ont parlé d'un casque qui a été utilisé contre le ministre. L'armée est toujours en train d'enquêter sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors Léa, on va maintenant voir avec vous ce qui résulte de ce décès, c'est-à-dire des tensions. Il y a eu des affrontements sporadiques cet après-midi. Quelle est la situation ? Le calme est revenu à l'heure actuelle à Ramallah. La situation est assez calme également dans d'autres villages alentours de là où nous nous trouvons. Effectivement, un peu plus tôt, des affrontements sporadiques se sont déroulés dans quelques villages. On a été témoin de quelques-uns. On a vu notamment l'arrestation de 2 Palestiniens après des heurts qui ont eu lieu avec l'armée. Des heurts également ont éclaté à Bethel, une implantation qui se situe non loin de Ramallah, mais au-delà, on voit une atmosphère de défiance parmi les Palestiniens ici en Cisjordanie qui ne veulent plus de coopération sécuritaire avec les autorités israéliennes, et puis ils blâment le gouvernement israélien mais également les autorités israéliennes, qu'elles soient militaires ou alors la police. On a une vraie atmosphère de défiance, un mécontentement qui est très grand, et il pourrait peut-être s'exprimer demain lors des funérailles du ministre qui se tiendront demain matin à 10h. Un dernier mot, Léa, sur la personnalité justement de Ziad Abou Ain, qui était un personnage important de l'autorité palestinienne. Oui, c'est une figure de ce qu'on a pu appeler la résistance palestinienne dans certains milieux palestiniens. C'était un proche de l'ancien président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat. Il était également proche de Mohamed Barghouti, ancien leader, justement lui aussi, palestinien, qui est actuellement emprisonné en Israël. D'ailleurs, pour l'anecdote, Mohamed Barghouti se situait dans la maison d'Abou Ain lorsqu'il a été arrêté par les autorités israéliennes. Le même Barghouti qui appelait à un soulèvement populaire palestinien il y a quelques semaines lors de la commémoration du décès de Yasser Arafat. Donc c'était une figure vraiment implantée au sein de l'autorité palestinienne, une personnalité qui est assez connue auprès des Palestiniens et notamment ici à Ramallah. Merci Léa Berdugo, donc en direct tout près de Ramallah. Après donc cet incident sérieux, les Israéliens ont exprimé leur regret, on vous l'a dit, par la voix du ministre de la Défense. Benjamin Netanyahou a fait porter un message à l'autorité palestinienne, et Mahmoud Abbas ce soir s'est exprimé en bien déclarant notamment que toutes les options restaient ouvertes. Alors c'est un peu compliqué ce soir de savoir ce qui s'est passé, Daniel Haïk, en attendant l'autopsie. Il y aura demain des funérailles. Est-ce que
vous avez l'impression, en tout cas, qu'il y a provocation des Palestiniens en ce moment là en Cisjordanie pour tenter justement de créer des incidents avec les Israéliens. D'abord, premièrement, une petite clarification concernant le personnage. Vous avez demandé à Léal qui était cet homme. On peut parler, certains peuvent parler de résistance, mais en tout cas, il est clair que Ziad Abou Ain était il y a une trentaine d'années de cela, était un terroriste, purement et simplement un terroriste. C'est un homme qui a été qui est tenu pour responsable d'un attentat meurtrier contre deux jeunes Israéliens de 18 et 20 ans. C'était en 1979 à Tibériade. Il avait orchestré le dépôt d'un engin piégé dans une poubelle de Tibériade, et cet engin piégé avait causé la mort donc de ces deux jeunes Israéliens. Donc c'est un terroriste, on ne peut l'appeler que comme cela. Mais c'est vrai qu'il a une personnalité plus complexe, puisque au cours des dernières années, il avait rejoint la fameuse option de Genève. Il avait participé aux travaux de cette option de Genève qui voulait se proposer en alternative justement même à un gouvernement de droite. Il voulait proposer une solution au conflit israélo-palestinien. C'est le fameux accord de Genève qui avait été orchestré en particulier par des gens comme Yossi Beilin, d'un dialogue. Il avait lui-même participé à ce dialogue, donc c'était à la fois, on va dire, un terroriste il y a 30 ans, et au cours des dernières années, un homme, on va dire, plus proche d'un dialogue avec les Israéliens. Alors on voit qu'il y a un embarras ce soir, évidemment, côté israélien, des réactions très, très timides, très prudentes. Côté palestinien, est-ce qu'on cherche à envenimer la situation ou pas ? Alors justement, le sentiment, en fait, c'est mon appréciation. Le sentiment, c'est que, vous voyez, il faut voir ce que dit Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas n'a pas appelé officiellement à l'arrêt, il n'a pas annoncé officiellement l'arrêt de la coopération sécuritaire entre Israël et les Palestiniens, entre les forces de sécurité israéliennes et l'autorité palestinienne. Il sait très bien qu'il a besoin de cette coopération sécuritaire, et il sait très bien que si elle s'arrête, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il risque d'y avoir des attentats en Judée et en Samarie, et il sait que cela fera le jeu de Benyamin Netanyahou, qui pourra se positionner dans sa position favorite de Monsieur Sécurité, et dire il n'y a que moi qui peux mettre fin ou faire face à l'adversité palestinienne. Donc Mahmoud Abbas va être très prudent d'abord, et je crois que d'emblée il faut être très prudent, il faut être patient, il faut raison garder, il faut attendre les conclusions de cette autopsie conjointe donc des médecins palestiniens, jordaniens et israéliens, pour voir qui est responsable de la mort de ce ministre. C'est vrai que cela va susciter pendant probablement 1 ou 2 jours des échauffourées ou des émeutes dans certains endroits de Judée ou de Samarie, mais le sentiment général, il faut rappeler qu'au cours des 10 derniers jours, on a assisté à un retour au calme, même à Jérusalem. On a assisté à une baisse du nombre des échauffourées et des émeutes entre forces de sécurité israéliennes et palestiniens. Donc il y a peut-être un épiphénomène qui se produit maintenant, et cela ne devrait pas déborder. En tout cas, Mahmoud Abbas devrait tout faire pour que cela ne déborde pas. Alors on va écouter justement un extrait de l'intervention il y a quelques minutes du leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à la télévision palestinienne. On écoute. C'est avec horreur que nous avons appris aujourd'hui la mort de Ziad Abou Ain. Nous sommes horrifiés de sa mort, mais surtout de ce meurtre. Ce qui est arrivé aujourd'hui est un crime dans tous les sens du terme, et nous n'allons ni nous taire, ni pardonner. Voilà donc pour ce que vient de déclarer Mahmoud Abbas. Mais l'essentiel, il ne le dit pas, et c'est heureux qu'il ne le dise pas. Il peut parler de barbarie, proclamer 3 jours de deuil, mais en sous-main, en silence, la coopération sécuritaire va se poursuivre avec les Israéliens, devrait se poursuivre. Et témoin d'ailleurs que cette autopsie a lieu ce soir en présence d'un médecin israélien. Il faut rappeler qu'il y a 3 semaines, il y a eu un chauffeur de bus palestinien qui a été retrouvé pendu dans son bus. Et les Palestiniens ont tout de suite accusé les responsables du prix à payer, les militants du prix à payer, de l'avoir assassiné, de l'avoir pendu. Et finalement, il a fallu attendre une autopsie, et l'autopsie a clairement prouvé devant un médecin palestinien que cet homme s'était suicidé. Donc il faut être prudent. On saura demain les résultats de cette autopsie, et peut-être que cela apportera un retour au calme.
Alors, on va continuer à parler évidemment de cette situation en Cisjordanie, mais nouveau détour par la scène politique israélienne. On va retrouver Cyril Amar, qui est toujours en direct de Tel Aviv. Vous avez assisté, Cyril, tout à l'heure donc à l'annonce de ce nouveau front de gauche, centre-gauche, qui se forme avec Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui est en train de se passer de l'autre côté ce soir, c'est-à-dire ces élections au Likoud, qui ont une importance aussi quand même dans cette campagne. Eh oui, Jean-Charles, et quand vous dites l'autre côté, vous ne croyez pas si bien dire, puisque exactement en face de là où nous nous trouvons se tient un bureau de vote du Likoud, justement, et premier test de popularité donc pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui consultait aujourd'hui les 3700 membres de son comité central, le comité central du Likoud, sur plusieurs propositions qui concernent les élections primaires. La première proposition concerne la date de ce scrutin que Binyamin Netanyahou souhaite avancer d'une semaine. Elle devait se tenir le 6 janvier 2015. Lui souhaite qu'elle se tienne le 30 décembre de cette année. Objectif, selon nos sources au Likoud, tuer dans l'œuf la possible candidature de Gideon Sa'ar, un prince du Likoud très apprécié des sympathisants du parti et qui devrait peut-être annoncer sa candidature dans les prochains jours. Aujourd'hui, il est sorti de son silence, Gideon Sa'ar, en allant voter avec une déclaration très politique, un pic à l'égard à l'encontre du Premier ministre. Il ne faut pas, a-t-il dit, il n'est pas fair-play, a-t-il dit, de modifier les règles du jeu pendant le match. Voilà, qu'on prenne qui pourra ou qui voudra. Une autre proposition, Jean-Charles, de Binyamin Netanyahou, ce serait de modifier le règlement de ce scrutin pour lui permettre de placer sur la liste à la députation de nouvelles figures, amener du 109, si vous voulez, sur la liste du Likoud. Voilà donc autant de points qui suscitent la grogne de certains députés du parti au pouvoir, mais également de la base militante du parti. À titre d'exemple, Jean-Charles, hier dans la ville d'Ariel en Cisjordanie, lors d'un meeting du Likoud, on a pu lire sur certaines pancartes « Stop à la dictature »,« Stop aux combines ». Voilà, donc on saura ce soir si Binyamin Netanyahou est en train de perdre du terrain au sein de son propre parti. Les bureaux de vote devraient fermer à 22h. Quelques heures plus tard, le résultat devrait être connu. Après dépouillement des voix, une chose est claire, c'est que si Binyamin Netanyahou était désavoué, gageons que Gideon Sa'ar devrait annoncer dans les tout prochains jours qu'il est candidat pour la présidence du Likoud. Merci Cyril Amar, donc en direct de Tel Aviv. Vous avez assisté tout à l'heure, Cyril, donc à l'annonce de la formation de ce bloc de centre-gauche avec Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, accord de rotation au cas où les deux l'emporteraient pour former un gouvernement. On écoute d'ailleurs un extrait de l'intervention du leader du parti travailliste, Yitzhak Herzog. Le temps du changement est arrivé. Une autre voie existe. Cette voie est celle de l'union des lignes et du rassemblement des forces sionistes. Cette voie est celle d'une marche commune pour le bien du pays. Cette voie est d'être ensemble pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants et de tous les citoyens de l'État d'Israël. Nous devons nous unir car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner. Ce soir, la présidente du parti Atnoua, Tzipi Livni, et moi-même vous proposons un nouvel espoir pour un meilleur futur. Voilà donc pour cette intervention d'Yitzhak Herzog avec Tzipi Livni. J'accueille dans ce studio à présent et qui nous rejoint Rafi Walden. Bonsoir, président de l'association Médecins pour les droits de l'homme, car on est évidemment au cœur de cette édition spéciale avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie, qui aura peut-être une influence d'ailleurs sur les élections, ça l'avenir nous le dira. D'abord un mot sur cette manifestation qui a mal tourné. Il y a régulièrement des affrontements entre des manifestants palestiniens et l'armée israélienne, et ce genre d'incident se produit régulièrement et donne lieu à chaque fois à des poussées de tension. Comment y remédier selon vous ? Eh bien, il y a des manifestations de l'autre côté de la frontière, de la ligne verte comme on l'appelle. Ces manifestations ne sont jamais réprimées avec cette violence, en se servant des armes de tir vraiment. C'est absolument inadmissible. Nous avons à maintes reprises protesté contre ce genre de répression de manifestations. Il y a des moyens modernes de nos jours pour contenir les manifestations. Il est absolument inadmissible qu'on se serve d'armes qui ont un potentiel fatal, comme ça a été le cas aujourd'hui, comme c'était le cas dans maintes fois avant. Alors c'est pas encore établi. Il n'y a pas eu de tir. C'est pas encore établi qu'il y ait eu un tir, mais il y a eu en tout cas...
usage des mains, en tout cas pour empoigner oui, le leader d'accord. palestinien. De toute façon, c'est une violence qui est absolument inadmissible. Ce n'est pas toujours des tirs, ce sont parfois des gaz des grenades lacrymogènes qui peuvent créer aussi des conditions extrêmement dangereuses. Une jeune femme qui est morte il y a quelques mois en inhalant ce gaz lacrymogène qui a été... Et une autre occasion où une grenade lacrymogène a été tirée contre un manifestant qui a à la poitrine, mais que ce n'est pas censé être une arme qui volontairement doit causer la mort ou causer des blessures graves. Enfin, ça arrive quand même. Mais cette façon de réprimer avec une telle violence les manifestations est absolument inadmissible. Est-ce que vous avez l'impression que ce sujet finalement sécuritaire des relations entre Israéliens et Palestiniens va revenir au premier plan dans la campagne qui s'ouvre, alors que peut-être on pensait que ça n'allait pas occuper tout de suite les débats politiques? Est-ce que pour vous c'est le sujet central finalement de la campagne qui s'ouvre? Je crois que ça devrait être le sujet central. Évidemment, il y a une certaine hésitation du côté du centre-gauche qui met beaucoup d'accent sur les programmes, sur les projets, les problèmes sociaux, les problèmes économiques en Israël, parce que disons que ça touche plus personnellement les citoyens israéliens. Mais je crois que la base du problème, c'est sans aucun doute le problème de sécurité. Même qui a un effet absolument très important sur les questions économiques. Parce que si une partie des fonds qui sont versés maintenant sur le côté de la sécurité, une partie même infime, disons même 20% de ce qui est dépensé pour la sécurité maintenant en Israël, était dépensé pour l'éducation, pour la santé, pour l'assurance sociale, ça aurait changé toute la face de la société israélienne. Et il y a un élément intéressant, puisque effectivement, on a tendance à dire que finalement, à chaque fois, on peut parler des éléments, des problèmes sociaux, mais finalement, au bout du compte, aux derniers jours, et lorsque l'Israélien arrive derrière l'isoloir, eh bien, la priorité, ça reste la sécurité, sa propre sécurité. Et là, quelque part, il y a un phénomène important. On parlait du Parti travailliste. Le Parti travailliste, qui est le parti qui a accueilli de nombreux généraux, de nombreux chefs d'état-major, est aujourd'hui un parti en manque de figures sécuritaires, à tel point qu'on parle aujourd'hui, dans la formation de ce bloc de centre-gauche, de l'arrivée de Shaul Mofaz, qui est un ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major, pour venir renforcer ce front sécuritaire, être la figure sécuritaire dominante d'un parti travailliste qui ne compte plus de figure sécuritaire. C'est assez intéressant de remarquer que le parti travailliste est devenu un parti, on va dire, pas entre guillemets, peut-être plus social que sécuritaire au cours des dernières années. Oui, mais il y a quand même, j'espère bien que Shaul Mofaz va joindre le parti, ça va donner en effet le pilier sécuritaire, mais il y a aussi Amram Mitna qui était général, très reconnu à l'armée, et il y a aussi Amir Peretz qui était ministre de la Défense. Oui, mais qui sont des transfuges. Ils sont des transfuges de Hatnoura. C'est intéressant que beaucoup des personnages qui étaient très importants dans la sécurité israélienne approuvent la politique de la gauche. On voit ça pour les chefs des services de sécurité, on voit ça aussi pour les anciens chefs d'état-major, les anciens généraux, qui, je crois, mobiliseront volontiers pour soutenir ce parti de centre-gauche. Est-ce qu'à votre avis, d'ailleurs, durant cette campagne, on va avoir maintenant ce bloc de centre-gauche, et puis de l'autre, sans doute, un bloc de droite avec Netanyahou et peut-être le parti Foyer Juif Beit Yehudi. Est-ce que ça veut dire qu'on aura d'un côté la solution à deux États, clairement, côté gauche, et à droite, eh bien, ceux qui voudront peut-être garder le statu quo? Est-ce que ça va être ça l'enjeu aussi, le choix peut-être pour les électeurs? Oui, je crois beaucoup. Je crois beaucoup, mais vraiment, ce sera la prouesse de la gauche, ce sera de démontrer qu'il peut y avoir une solution de deux États tout en maintenant la sécurité d'Israël. C'est ça que la droite probablement essaiera de nier. Et je crois, à mon humble avis, que c'est tout à fait possible. Parce qu'on a déjà essayé toutes les autres solutions. Dans l'absolu, je dirais que la droite israélienne n'a pas trop à se faire de soucis de la part de si la gauche devait revenir au pouvoir ou ce centre-gauche. Parce que finalement, on se rappelle qu'il y avait un gouvernement d'Ehud Olmert qui était au pouvoir, qui était un gouvernement de centre-gauche, on va dire. Et bien ce gouvernement, même lorsqu'Ehud Olmert a proposé des concessions massives à Mahmoud Abbas à la fin de son mandat, on va dire aux alentours du mois d'octobre-novembre 2008, et c'était des concessions
tout à fait substantiel, c'est-à-dire un retrait israélien de 100% des territoires, un partage de la ville de Jérusalem, une souveraineté même sur le mont du Temple, eh bien, on a vu que Mahmoud Abbas n'avait pas donné suite à cette proposition, et quelque part, peut-être que à nouveau, eh bien, la gauche va essayer de faire des propositions et elle va se heurter à un mur de refus, un front du refus palestinien. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, on arrivera à ce genre d'impasse aussi. Je suis plus optimiste que vous. Je crois quand même, en fin de compte, les pourparlers entre Abbas et Olmert ne sont pas arrivés à leur fin parce qu'Olmert a fini sa fonction. Mais c'était vraiment un route où il y avait une chance assez importante que ces pourparlers vraiment aboutissent à quelque chose de bien. Je crois que ces pourparlers doivent absolument se refaire, recommencer. Et je suis même convaincu qu'il y a une chance. 2 ans passés quand même. On a vu l'autre situation, on a vu les circonstances différentes. Je crois que les pourparlers peuvent aboutir quand même à un accord de paix avec les Palestiniens qui est tout à fait raisonnable. Il y a clairement, en tout cas aujourd'hui, une pression. On a John Kerry là, qui apparaît au milieu de Mahmoud Abbas et de Benjamin Netanyahou. Il y a clairement aujourd'hui une pression internationale qui s'exerce de manière plus ou moins directe pour faire en sorte peut-être que Benjamin Netanyahou ne soit pas le prochain Premier ministre. Ce n'est pas nouveau. Les Américains essayent à chaque fois de s'impliquer dans les élections d'une manière ou d'une autre, parfois de manière plus ouverte, comme c'était le cas lorsque Bill Clinton a organisé une splendide conférence contre le terrorisme à Sharm el-Sheikh en 1996, après une vague d'attentats ici en Israël, pour essayer d'aider Shimon Peres à se faire élire au poste de Premier ministre qu'il occupait à la suite de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et là aussi, il est possible, même bien que John Kerry officiellement ait dit la semaine dernière que les Américains ne s'impliqueraient pas, il est possible qu'effectivement on assiste à des petites phrases comme celle de l'ambassadeur dont je parlais, l'ambassadeur Dan Shapiro hier, qui a dit que le président américain allait poursuivre ses efforts en vue d'un règlement, en vue d'un accord, en vue de négociations, et ce n'est pas parce qu'il est prisonnier il est prisonnier du Congrès américain qui est républicain qu'il va cesser ses efforts. Cela veut dire qu'effectivement il sera prêt à négocier si en face de lui, du côté israélien, il y a une équipe qui est prête à des concessions territoriales, à des concessions majeures. Effectivement, c'est une manière de s'impliquer. La communauté internationale tentera par tous les moyens de faire en sorte que Benjamin Netanyahou ne soit pas le prochain Premier ministre. Il y aura une pression, à votre avis, même des Palestiniens qui vont tenter aussi d'influer peut-être sur le résultat de ces élections? D'abord, j'espère beaucoup qu'il y aura cette pression d'une façon délicate et diplomatique, peut-être moins grossière que celle que Netanyahou a fait en s'impliquant dans les élections américaines du côté des républicains. Mais j'espère beaucoup je crois que c'est nécessaire pour le bien d'Israël. Je crois que tous les amis d'Israël doivent faire pression sur le gouvernement israélien maintenant pour qu'il y ait des concessions et pour qu'il y ait un accord de paix. C'est pour le donner par amitié pour Israël et par amitié pour sauvegarder vraiment Israël comme l'État démocratique. Mais est-ce qu'à votre avis, il ne faut pas exercer aussi la pression peut-être sur les Israéliens? Parce qu'on dit qu'ils se sont radicalisés un peu plus ces dernières années, qu'ils vont choisir peut-être une solution à chaque fois plus sécuritaire parce qu'ils sont confrontés à des attentats ou à des tirs de roquettes depuis quelques années. Est-ce qu'à votre avis, c'est la société israélienne aujourd'hui qui a besoin peut-être d'être ramené vers une solution plus centriste, je dirais? Absolument. Je crois que la politique vraiment très considérée du gouvernement israélien aujourd'hui, c'était une politique de faire peur, de présenter les dangers imminents, parce que c'était leur moyen pour rester au pouvoir. Alors quand on pose un danger, donc il faut absolument un gouvernement de droite, un gouvernement de fort, un gouvernement qui travaille par la force, avec la main force, et c'est la seule solution pour sauver Israël d'un danger imminent. Eh bien, je crois que cette politique de peur est une politique absolument erronée, qui a attiré en fait une certaine partie de la population israélienne vers la droite. Et j'espère que la campagne électorale qui va se conduire pendant les 3 mois prochains réussira à faire comprendre cette optique que tout n'est pas par la sécurité, qu'en fait, ce n'est pas par la sécurité. On a déjà essayé ça 30 fois. On a essayé de la main forte 30 fois et ça a échoué une fois après l'autre. Il faut maintenant essayer une voie de paix, une voie de concession.
Je crois que ce qui a attiré les Israéliens vers la droite, ce sont les refus multiples des Palestiniens de parvenir à un accord, et ce sont aussi la multiplication des attentats, et que les Israéliens sont tout simplement des êtres humains qui vivent dans ce pays, qui veulent vivre dans un pays, être en sûreté, en sécurité, et pouvoir vaquer à leurs occupations, et qu'ils ont vu qu'à chaque fois qu'il y avait des propositions généreuses, entre guillemets, puisque c'est le terme utilisé à de multiples reprises, eh bien les Palestiniens opposaient une fin de non-recevoir, et c'est ce qui explique ce glissement progressif de cette opinion publique israélienne au cours des 20 dernières années depuis Oslo, du centre, de la gauche vers la droite. Merci Daniel Haïk, merci Rafi Walden, président donc de Médecins pour les droits de l'homme. Fin de cette édition spéciale, mais dans un instant l'invité, à l'occasion de la journée des droits de l'homme, c'est le directeur d'Amnesty International en Israël qui sera avec nous dans ce studio. Donc on parlera également de sécurité pour évoquer la situation avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Cisjordanie. Merci à vous, bonne soirée.